Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Le monde a commencé sans l'homme et il finira sans lui. Cette semaine, les mythes historiques. De tout temps et sous toute latitude, un séminaire proposé par la Maison de l'Histoire. La ruée vers l'or a été un récit aux origines qui a totalement occulté ce qu'il y avait avant. Est-ce que dans l'histoire, c'est toujours un autre mythe qui décompose un mythe ancien? L'objet, c'est un dépôt de savoir. Le dernier, c'est quelque chose. Et on va le recueillir à la source de sa parole. Toute cette semaine, nous allons évoquer un séminaire de recherche qui s'est tenu à l'Université de Genève à partir du 22 septembre 2015 à la salle U408, séminaire de recherche intitulé « Les mythes historiques ». Nous allons en parler ce soir pour ouvrir cette semaine avec Pierre-François Souéry, responsable, qu'est-ce que je dois dire? Monsieur le responsable, monsieur le directeur, monsieur le président de la Maison de l'Histoire? Non, je suis directeur de la Maison de l'Histoire, ça suffit. Directeur de la Maison de l'Histoire. Vous avez imaginé, je dis un vous qui est collectif d'ailleurs, ce séminaire de recherche. Avant qu'on entre véritablement sur le thème, la pratique du séminaire de recherche, c'est une habitude dans les universités, ça correspond à quoi? Oui, bien sûr, c'est une habitude. Alors, il y a des formules qui sont diverses. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le séminaire de recherche de la Maison de l'Histoire, il s'agit d'un séminaire donc qui s'adresse à l'ensemble des historiens, enseignants, doctorants de l'université de Genève, ou tous ceux qui veulent nous rejoindre autour du séminaire en question. Il s'agit de quelque chose qui n'a pas d'objectif autre que la réflexion. C'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui simplement nous aide, nous autres historiens, dans nos propres pratiques, à réfléchir. Alors, on choisit un thème général que l'on décline en fonction des diverses pratiques des historiens qui sont invités dans le séminaire à parler. Et à partir de ces interventions, soit ces interventions nous servent directement dans le cadre de notre recherche parce que le thème est proche de ce qu'on fait nous-mêmes, ou au contraire, par allusion ou par association de pensée, on peut sortir des idées plus précises. Soit c'est quelque chose de totalement déconnecté par rapport à la pratique de notre pratique personnelle d'historien, mais par la qualité des intervenants que nous essayons de faire venir, je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, à recevoir de la part de ces collègues qui sont en général brillants, comme vous allez le voir dans la diffusion de ces séminaires. Ce sont essentiellement des historiens qui sont appelés à venir, ou il peut y avoir d'autres métiers? Non, pas tout à fait. C'est essentiellement des historiens, évidemment, mais par exemple, à l'automne 2015, nous avons invité Daniel Fabre, qui malheureusement depuis est décédé, qui était plutôt un excellent anthropologue, ethnologue, et qui a d'ailleurs fait un séminaire tout à fait remarquable. Donc il peut arriver qu'on invite des personnalités, par exemple Frédéric Tinguely également, qui a intervenu dans le séminaire, et plutôt un historien de la littérature, un littéraire qu'un historien proprement parler, mais ça n'a aucune importance. Les mythes historiques, c'est le titre qui a finalement été conservé. Est-ce que, en quelques mots, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine avec Talia Brero, qui a travaillé à vos côtés, Pierre-François Souéry, pour la construction de ce séminaire de recherche, mythe historique. En quelques mots, comment on en vient à ce thème? Ce séminaire a débuté, sauf erreur, en 2012, sur une idée donc commune à Michel Loucoisier, Françoise Brigel et moi-même, sur l'idée de faire un séminaire de recherche chaque année, qui soit chaque année sur un thème différent. Alors nous avions la première année, c'était le grand moment de l'histoire connectée, l'histoire globale. Donc on avait lancé un séminaire qui a duré à peu près un semestre sur l'histoire connectée, l'histoire globale. Puis nous avons changé de thème et nous avions, c'est Françoise Brigel qui s'occupait de cela à l'époque, mis en place un séminaire autour de l'écriture de l'histoire qui a duré, alors cette fois-ci, plus de, je crois, sauf je pense ne pas me tromper, mais je crois que ça a duré 1 an et demi en fait. Et pour lequel je regrette encore amèrement de ne pas avoir été présent.
Et nous avons eu d'excellents intervenants. Et alors là, ça, pour le coup, ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire l'écriture de l'histoire, c'est bien sûr la manière dont les historiens écrivent l'histoire, mais c'est aussi la fiction historique, c'est aussi le rapport entre la fiction et la réalité, c'est aussi la mise en abîme de ces réflexions propres. Est-ce que l'utilisation du document, comment on le manipule, etc. C'est aussi la question de l'histoire orale quand il n'y a pas de document écrit. Bref, ça partait vraiment dans tous les sens. C'était passionnant. On a également évoqué les discours des historiens eux-mêmes, la méta-history, comme on dit. Enfin, bref, ça a été quelque chose de tout à fait passionnant. Et puis, on a décidé donc un troisième thème, et c'est donc les mythes historiques. Alors, les mythes historiques, c'est évidemment un sujet très large. Ça renvoie bien sûr à des questions graves d'historiographie. Grave en ce sens que parfois nous avons vécu sur des représentations qui sont par ailleurs totalement fausses, ou au contraire on essaye de réfléchir sur ces représentations en essayant de comprendre comment elles ont fonctionné, comment elles ont fait réfléchir les humains, et comment à partir de là de nouvelles pratiques sociales, politiques, culturelles ont pu naître en fonction de ces représentations qui pour le coup pouvait être mythique. Et alors on a réussi à identifier un certain nombre de thèmes généraux, comme par exemple, ça c'est Shlomo Sand qui nous l'a fait remarquer, il existe 2 types de mythes, disait-il, les mythes froids et les mythes chauds. Les mythes froids, ce sont des mythes qui ont fonctionné autrefois dans le passé. Exemple, l'Eldorado, les gens sont partis en Amérique ou à travers le monde depuis l'Europe parce qu'ils imaginaient que les pays à découvrir étaient foisonnants d'or. Donc ce sont des mythes qui ont déplacé les hommes dans l'espace, avec des conséquences évidemment terribles que l'on sait sur la conquête, etc., la conquête de l'Amérique. Et puis vous avez des mythes chauds, c'est-à-dire des mythes qui aujourd'hui encore nous font bouger, vibrer, voire nous faire entretuer. Et évidemment, Shlomo Sand pensait au mythe de la fondation de l'État d'Israël. Son intervention qui a été donnée le mardi 22 septembre 2015 est intitulée « Le mythe histoire du sionisme à la Bible ». On écoute tout de suite cette intervention enregistrée pour Histoire Vivante à la salle U408. Pierre-François Souéry, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci. Histoire. Histoire. Et merci d'être invité à Genève. C'est un grand honneur pour moi. Et le fait qu'il y a des personnes qui ont lu ici à Genève mon livre me fait un grand plaisir. Comme vous savez très bien, je ne suis pas vraiment français, donc je fais beaucoup de fautes grammaticales en français, mais je vais essayer d'être clair. Si je comprends quelque chose, je suis clair. Dans les cas que je ne suis pas clair, ça veut dire que moi-même, je n'ai pas compris, au fond, les choses. Ça arrive. Mais comme professeur, je suis obligé parfois d'exprimer sur les choses très abstraites que je ne suis pas sûr que j'arrive à les définir assez bien. De toute façon, avant de commencer sur le sujet, mon sujet, sur le mythe national sioniste, je voulais faire une petite introduction parce que je crois que je suis le premier dans le cycle de... Exactement. Donc, je ne vais pas aller définir qu'est-ce que ça est mythe, mais nous savons tous que le concept de mythe est problématique. D'ailleurs, comme les concepts nation, classe et beaucoup des autres choses. Donc, je ne vais pas essayer de définir qu'est-ce que ça est mythe. Je vais raconter un peu mes rapports avec les notions de mythe, les problèmes que j'ai eus en passé avec les notions mythe. Je faisais ma thèse de doctorat sur Georges Sorel. Et je me souviens à cette époque, j'étais très très rationaliste, mais confronté avec un penseur tellement ambigu qui s'appelle Georges Sorel, je ne sais pas, tout le monde sait plus ou moins, hein, Georges Sorel, plus ou moins. Et voilà, à certains moments, je me confrontais avec l'idée des mythes qui se trouvent au début du siècle, 20e siècle, chez Sorel. À cette époque, on a commencé à s'intéresser à la notion de mythes, surtout les premiers anthropologues ou ethnologues, ça dépend comment vous voulez les définir,
On trouve un peu chez Durkheim, trouvait beaucoup plus chez Marcel Mauss, mais l'idée des mythes a toujours été appliquée sur les sociétés dites primitives. À cette époque, je crois, je ne suis pas sûr, que personne n'a pas appliqué les mythes sur la conscience moderne. À cette époque positiviste, assez positiviste, rationaliste, on n'a pas cru que les sociétés, à la fin du 19e siècle, du 20e siècle, peuvent avoir des mythes. Les mythes étaient quelque chose, un domaine des sociétés pré-modernes. Chez Mauss, même chez Durkheim, les mythes s'appliquaient à les sociétés dites primitives. Et Sorel, à la suite de Vico, à la suite et contact avec Benedetto Croce, a commencé à développer l'idée des mythes sur la modernité. Pour être très court, il a pensé que les collectifs humains, dans la modernité, dans l'époque dite scientifique, agissent vraiment toujours avec des mythes. Vous savez, c'était très original appliquer les mots mythe sur la politique moderne et en plus, à certains moments, soutenir cette mythe. Dans le cas de Sorel, c'était la grève générale et le socialisme, si vous voulez. Il n'a jamais cru qu'il y a un socialisme scientifique. D'ailleurs, il n'a pas pensé qu'il y a un social scientifique ou des choses comme ça. Et il a appliqué les notions mythe sur le mouvement ouvrier, en soutenant la mythe révolutionnaire de la grève générale. Maintenant, il y a un problème. Est-ce qu'il a cru le mythe? Quelqu'un définit un phénomène comme mythe, je crois qu'en général, il ne croit pas à ce mythe, non? Si quelqu'un dit ça c'est une mythe, immédiatement il y a un doute si cette notion peut être réalisée parce que c'est un mythe. Donc il y a une certaine ambiguïté chez Sorel. Il a défini quelque chose de mythe, il a soutenu un mythe. Parce qu'il a dit que c'est une sorte de conscience sur le passé, présent, futur qui peut agir collectivement un groupe humain. Bon, les fascistes ont utilisé différemment plus tard les notions de mythe, comme nous savons bien, en appliquant ça sur la nation, etc. Mais une chose importante, il a pensé que les groupes humains continuaient à agir et changer leur histoire avec un côté toujours irrationnel. C'est-à-dire, il y a un rapport entre mythe et irrationalité. Chez Sorel, et moi, jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours que le mythe a un côté, c'est-à-dire, il y a certaines rationalités en adaptation et mythe, mais le mythe a un composant irrationnel. Histoire vivante, cette semaine, les mythes historiques. Shlomo Zand, historien. Comme j'ai eu la titularisation à l'université de Tel Aviv, j'ai devenu après un professeur, full professor, le dernier grade de professeur. À ce moment-là, j'ai décidé que j'ai le droit de me confronter avec les mythes national israéliens sionistes. Jusqu'à cette date, j'hésitais beaucoup. Vous devez savoir, en Israël, il n'y a pas un département d'histoire. Ni à Tel Aviv, ni à Jérusalem, ni à Haïfa. Il y a 2 départements, ou 3 départements d'histoire. Un département d'histoire générale. À côté, il y a un autre département d'histoire des peuples juifs. Complètement indépendant du département d'histoire générale. On peut terminer, par exemple, BA, MA, doctorat, sans s'approcher au département d'histoire générale. Il y a un 3e département d'histoire du Moyen-Orient. C'est le département le plus accroché à l'armée, l'intelligence de l'armée et les militaires. Et, oui, donc... maintenant aussi, il y a un département d'histoire asiatique, mais c'est nouveau. Peu importe, c'est-à-dire... Au début, je n'ai pas compris. Pourquoi il n'y a pas... En arrivant à Paris, en 1975, j'étais étonné que tous les historiens sont ensemble dans un département d'histoire. Pour moi, c'était naturel qu'il y ait histoire des peuples juifs et histoire générale. Et moi, je n'ai pas eu le droit de m'occuper d'histoire des peuples juifs. Sauf si j'aurais accepté tout l'appareil conceptuel des historiens du département d'histoire juive. Tout ça, cette division de travail est bizarre, non, pour vous?
Est-ce qu'il y a un département d'histoire suisse spécial, détaché complètement d'histoire générale ici? Il y a? Non, Il n'y a pas un département, mais il y a une section. Voilà, il y a des sections, donc ça c'est normal. Je crois qu'il n'y a pas dans le monde occidental des départements indépendants des peuples suisses, sauf en Japon, je crois, non? Il y a quelque chose, parce que j'étais à Tokyo. Ouais, au Japon, c'est comme ça. Voilà. Bon, nous avons un pays frère, que c'est le Japon, qu'il y a 2 départements là-bas, un département d'histoire générale et non, histoire japonaise. Mais le Japon aussi, c'est quelque chose de spécial. Pour revenir, à certains moments, je décide de me confronter. Je savais que, bon, je n'aurai pas de chair à cause de ça. Je savais que j'aurai moins des assistants, etc., et moins des, vous savez, des prix, etc. Et que j'aurai une vie à la fois difficile, mais très intéressante. Qu'est-ce qui était les, comment dire, des déclencheurs ou des triggers, oui, qui m'a poussé? Pour être franc, sauf les bagages soréliens que j'ai eu toujours avec moi, les doutes de tous les domaines scientifiques dans les sciences humaines et sociales, j'ai eu toujours un doute, une certaine critique. Le fait que l'archéologue en Israël, je n'oublierai pas ça. Certains archéologues à l'université de Tel Aviv, par les recherches sur terre, empiriques, ont découvert que l'exode, le fameux exode d'Égypte, des Juifs, des peuples d'Israël plutôt, d'Égypte vers Canaan n'a pas eu lieu. Vous pouvez imaginer? Maintenant, il faut savoir, à partir de 7 ans, chaque élève en Israël apprend la Bible comme les premiers cours en histoire. À l'époque, j'étais 7 ans, en commençant mes rapports avec le passé, c'est à travers la Bible comme un livre historique, pas théologique. Surtout l'année 50, la plupart des profs étaient très laïcs et athées, mais on a enseigné la Bible comme le premier livre d'histoire. C'est plus tard qu'on commence la profession, métier, histoire. Mais avant, c'est la Bible, à partir de 7 ans. On a essayé de faire ça à partir de 6 ans les dernières années. Parce qu'on a cru que 7 ans, c'est un peu trop tard. C'est pas une blague. C'est la droite sioniste qui a pensé que c'est mieux à 6 ans. Donc, j'ai commencé à apprendre la Bible comme histoire. Et je me souviens, un prof fantastique, qui nous a expliqué l'histoire juive à partir d'Abraham, après les Moïse, etc. Et il a toujours sauté sur les miracles. Il a évacué toutes les irrationalités, tous les discours théologiques. Il a fait sortir. Il a laïcisé l'histoire de la Bible comme une histoire d'un peuple. Et voilà, l'archéologue arrive avec les recherches. Ils sont tous sionistes. Et ils disent, mais l'exode n'a pas eu lieu. Je me souviens, la première fois, avant que c'était le livre de, vous savez, de Finkelstein. Donc j'ai attendu à l'université de conférences sur le fait que ni le royaume de Salomon et David n'ont pas été comme les livres de la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Donc, ni l'Exode. Je me souviens, moi, les ex-gauchistes, rationalistes, etc., j'étais en choc. Parce qu'on n'a pas pensé jamais sur l'Exode. C'est l'Exode qui était pensé à travers de nous. Vous comprenez ça? Plutôt que nous pensons l'histoire, c'est l'histoire qui pense à travers de nous. Donc l'Exode était pensé à travers de moi toute ma vie. Ce n'est pas le contraire que je pensais l'Exode. Et je me souviens le choc que j'ai eu. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le royaume, des grands royaumes de Salomon n'a pas eu lieu de tout. Après les recherches archéologiques. N'oublie pas que je m'appelle Salomon. C'est-à-dire, j'apporte ce nom de ce grand roi qui a eu 1000 femmes. C'est toujours m'a dirigé dans ma vie. C'était assez choquant. Donc,
J'ai lu tous les travaux de cet archéologue, j'ai vu qu'ils sont très très habiles dans l'archéologie, mais dans les conceptualisations historiographiques, ils sont très très naïfs. Et j'ai décidé d'écrire un livre sur le rapport entre la Bible et l'histoire, pour décomposer les mythes nationaux qui dérivent des mythes théologiques. Bon, il y a des mythes théologiques, qui est la base de tout monothéisme occidental, mais, si vous voulez, il y a des mythes nationaux qui est basé sur ce trésor théologique. Donc je pensais écrire un livre sur la Bible qui n'est pas un livre d'histoire, pour un peu renouveler notre pensée critique sur la Bible. Donc le chapitre sur la Bible est trop long, parce que j'ai hésité beaucoup dans les livres. J'aurais coupé 10 pages des chapitres sur la Bible aujourd'hui. Mais je me souviens, je voulais développer un livre entier sur le rapport entre histoire et les mythes théologiques très importantes dans la pensée sioniste, mais aussi dans toutes les pensées occidentales modernes. En terminant les chapitres, vers la fin, j'ai trouvé un petit article qui a mis en doute l'exil des Juifs par des Romains. Vous savez que les légendes ou les mythes disent que les Romains, méchants, après les révoltes de 70 après Jésus-Christ, ont exilé les peuples juifs. Je ne parlais pas sur les mythes bibliques sur l'exil à Babylone. Non, non. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un acte d'exil zélite à cette époque. Mais je parle le grand exil qui a fait disperser les Juifs à travers le monde. J'ai grandi que voilà, après la révolte des Judaïens, des Juifs, des Hébreux, comme vous voulez, à 70, les méchants romains ont exilé les peuples juifs. Et voilà a commencé les longues histoires de 2000 ans qu'ils ont tourné partout. Ils ont passé même à Genève. Ils sont arrivés à Moscou. Et à la fin, ils ont fait un demi-tour, retournés en Palestine. C'est ça le cadre de la pensée historique de chaque sioniste, chaque Israélien, et peut-être la plupart des gens occidentaux. Je me souviens lire l'article qui met en doute l'idée d'exil, en disant que ce n'était pas exil, c'était émigration. Je suis allé à la bibliothèque, nous avons une grande bibliothèque sur l'histoire des Juifs dans le monde. Vraiment, très riche. Chaque communauté juive en Roumanie, Hongrie et tout ça a un doctorat, une thèse de doctorat, etc. Je commence à chercher des livres de recherche sur l'acte d'exil, les bases de notre image sur le destin des Juifs à travers l'histoire. Vrai ou non? Je ne trouve pas un livre de recherche. J'étais à la bibliothèque, de zéro, cherchais des livres de recherche sur l'acte d'exil des Romains qui ont pris les Juifs et on les jetait dans l'exil. Je ne trouve pas aucun livre de recherche. J'ai été troublé. Je retourne dans le bâtiment où il y a des historiens chez nous. Je m'approche à ceux qui s'occupent des antiquités juives. Je demande où je peux trouver des livres de recherche sur l'acte d'exiler les Juifs de la terre sacrée. Et j'ai été étonné, ils m'ont dit, on n'a jamais écrit qu'il y avait un exil. Et maintenant, je souligne ça pour voir comment fonctionnent certains mythes historiques. C'est-à-dire, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de livres de recherche, il n'y a pas de travaux de recherche sur l'acte d'exil. Ils ne m'ont pas dit qu'il n'y avait pas d'exil, il n'y a pas eu d'exil. Ils ont dit, on n'a pas écrit sur ça. J'ai dit, mais sors avec moi dans le corridor, demande chaque étudiant si les Juifs étaient exilés ou non. Tout le monde sait, et moi aussi, que les Juifs étaient exilés. On n'a jamais écrit ça. Et je me souviens, à ce moment-là, tous les récits de ce livre ont commencé à changer. C'est-à-dire, j'ai compris
quelque chose est faux dès le début, je vis dans une société et dans une académie, université très rationnelle, mais quelque chose ne marche pas. D'ailleurs, j'étais assez en choc. J'hésitais beaucoup. Je ne savais pas quoi faire, de où aller. Je ne suis pas spécialiste de historiographie, d'histoire romaine, par exemple. Je ne suis pas spécialiste. Par exemple, je veux vous donner une idée. Il y avait un royaume juif en Yémen. Les choses qu'il y a au Yémen aujourd'hui. Bon, je ne connais pas les langues de cette région en Arabie Saoudite, en Yémen. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait un royaume juif là-bas. J'ai toujours pensé que les jolies filles yéménites, vous savez qu'Israël est composé de beaucoup des émigrations qui ont venu, non? Vous connaissez les Yéménites? Yéménites, on dit? Oui. Les jolies filles yéménites avec les cheveux frisés, non? J'étais sûr que c'est le vent de la mer Rouge qui l'a fait friser. Non, c'est-à-dire toujours il y avait des petites explications comme ça. Mais on a cru toujours qu'on a un peuple qui était exilé il y a 2000 ans. On a retourné dans notre home maison. Je commence à travailler et je découvre très vite que l'acte d'exil, c'est un mythe sans recherche. C'est-à-dire parfois il y a des mythes qui sont appuyés avec des recherches. Et qu'un livre de recherche. Et j'ai annoncé immédiatement, si quelqu'un découvre un travail de recherche sur l'exil des Juifs de Palestine, je vais me démissionner de mon poste à l'université. J'ai déclaré ça très tôt. Bon, j'ai eu toujours un peu peur, tu vois, que quelqu'un va trouver. Non, il n'y avait pas de livre de recherche sur l'acte d'exil. Donc, il y avait ici et là des écrits ils ont émigré après la révolte. Bon, je posais la question, comment une société des paysans, des vrais pecnos, pourquoi ils commencent à émigrer? Sauf qu'il y a vraiment une guerre comme aujourd'hui, hein, en Syrie, en Irak. Non, mais la plupart des populations ont resté en place. Et pas seulement qui a resté en place, les sommets de la pensée théologique juive, c'est 2000 ans, et 200 après Jésus-Christ. Mishnah était écrit à 200. Les Talmuds de Galilée aussi, là-bas. Donc je me demandais comment c'est possible que les Mishnah, vous savez qu'est-ce que c'est les Mishnah? Et les Talmuds, le premier Talmud était écrit sur la terre de Palestine. Je me demandais comment c'est possible. Et il n'y a pas qu'un vestige qu'il y avait une immigration, qu'ils ont quitté la terre de Palestine judée, si vous voulez. Et qu'un signe, qu'une vague de réfugiés, rien. Donc, deux questions s'est imposé pour décomposer les mythes d'exil. Qu'est-ce qui est arrivé avec les populations en place? Et deuxième question, de où vient qu'il y a tellement de Juifs dans le monde? Et voilà, je me lançais avec de nouvelles recherches. Je m'adoptais à de nouveaux travaux de lecture. Je me forçais de regarder des textes en latin parfois, des choses comme ça. Et bon, j'ai arrivé très vite à la conclusion que la société, la population en place, à certains stades, s'est convertie en partie au christianisme. Mais les vraies disparitions des Juifs viennent des islamisations. Même qu'on utilise aujourd'hui à Paris et peut-être à Genève le terme judo-chrétien, non? Vous utilisez ça? Judéo-chrétien. Hein? Judéo-chrétien. Judéo-chrétien, c'est à la mode, non? Judéo-chrétien. J'ai vu ça chez Finkielkraut, j'ai vu Zemmour, judéo-chrétien. Vous connaissez ce terme? Ma tante n'a pas connu. Ma tante qui était disparue à Auschwitz ne savait pas qu'un jour l'Europe va se définir comme judéo-chrétien. C'est joli ça. Mais c'est nouveau. Mais je crois que beaucoup plus adéquat, c'est dire judéo-islamiste, parce que le rapport entre judaïsme et islam est beaucoup plus proche que le rapport entre judaïsme et christianité. Non? Il y a des musulmans ici? Pour me confirmer? Non. Mais vous devez savoir que, sur niveau théologique,
l'islam et le judaïsme est proche parce que Mohammed, c'est un prophète, pas un fils de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, s'il y a des travaux en philosophie juive, c'est en arabe qui est écrit, pas en latin. Vous savez ça. Et à la synagogue, c'est plutôt comme à mosquée, les rapports avec les femmes. Je crois qu'avec l'arrivée de l'islam sur la terre de Palestine, 7e siècle, la majorité de la population dite juive s'est islamisée. Et l'Inde de l'islam, dans la première étape de l'islam, on a, comment dire en français, ceux qui s'est islamisés étaient libres de payer d'impôts, dispensés d'impôts. Les premières étapes de l'islamisation. Si on propose aux citoyens suisses de Genève, si quelqu'un s'islamise, il ne doit pas payer d'impôts, et vous pensez sur le 7e siècle. Non, réfléchissez. Même moi, qui a des principes idéologiques très fermes. Et en Israël, je paye moitié de mon salaire à l'impôt. On a une grande armée. Vous comprenez ça? Mais la première étape, ce n'est pas une blague. Ceux qui s'est islamisé, bon, je crois que la majorité a accepté ces conditions le plus vite possible. Il y a peu de preuves, parce que c'était honte pour le judaïsme, cet acte de s'islamiser. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de matériaux sur le sujet de où viennent les Juifs. Pourquoi il y a... Premièrement, j'ai découvert, et j'essaie d'appuyer ça avec beaucoup de travaux, que le premier monothéisme, c'est-à-dire, le premier monothéisme est yaviste, c'est la Bible. La Bible n'est pas juive, vous devez comprendre. Je crois que les Mishnah et les Talmud, c'est la naissance du vrai judaïsme, point de vue théologique. D'ailleurs, je ne crois pas que le christianisme ou l'islam, c'est des filles du judaïsme, c'est des sœurs du judaïsme. Parce que le judaïsme est né parallèlement avec le christianisme. C'est une sœur un peu plus âgée. C'est important à comprendre ça. D'accord? Et le premier prosélytisme monothéiste, c'est le judaïsme, qui a un grand succès jusqu'à le IVe siècle, que le christianisme sort victorieux. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas rester un juif prosélytique. Vous comprenez? Le christianisme met fin à la propagande, si vous voulez, juive. Mais le judaïsme, jusqu'à le IVe siècle, c'est une religion prosélytique. Il continue à être prosélytique hors des champs de christianité. D'accord? Autour de Méditerranée, c'était interdit à partir du IVe siècle de se judaïser. Un danger de mort. C'est-à-dire que le christianisme a accepté le judaïsme comme une sœur, moche, mais il a interdit complètement le prosélytisme. Donc le judaïsme a cessé d'être une religion prosélytique. Et j'ai suivi les diffusions du judaïsme à travers. Je ne savais pas qu'il y a tellement de royaumes qui s'est judaïsé à travers l'histoire jusqu'à le 8e siècle. Et voilà, j'ai avancé avec un chapitre sur le royaume juif en Yémen, comme je dis, au nord d'Afrique, c'est-à-dire le royaume berbère juif, même si beaucoup de juifs berbères en France, mes voisins croient qu'ils sont descendants directs de David le roi. Ils sont plutôt des berbères qui ont pris la religion juive. Je sais que beaucoup de gens, ça ne les plaît pas. C'est-à-dire, mais il n'y a pas aucune évidence. Et ça, c'est intéressant au point de vue des mythes historiques, qu'il y avait une émigration de Palestine au nord d'Afrique. Par contre, on développe l'idée que les Juifs dans le nord d'Afrique sont d'origine espagnole. On appelle les Juifs maghrébins Juifs espagnols, soi-disant qu'ils sont venus d'Espagne. C'est aussi une petite mythe dans les grands mythes.
C'est vrai qu'on a chassé à certains moments les Juifs d'Espagne, mais ils sont dispersés partout, surtout vers, si vous voulez, vers la Grèce, vers la Turquie, en Italie, et un peu dans le nord d'Afrique. Mais la plupart des Juifs en nord d'Afrique sont d'origine berbère. Parce qu'il y avait là-bas un petit royaume, une reine, Daya el-Kaïna, qui s'est convertie au judaïsme jusqu'à l'arrivée de l'islam. Et voilà, je continuais comme ça à développer un autre discours historique qui était contre tout l'héritage que j'ai eu à l'école, à l'université et tous mes savoirs sur l'histoire juive. Histoire. Histoire vivante. Cette semaine, les mythes historiques. Un séminaire proposé par la Maison de l'Histoire. Aujourd'hui, Shlomo Sand, historien. J'ai terminé ce livre. J'ai hésité beaucoup. J'ai eu peur de le publier au début. Shlomo Sand, historien. Je n'étais pas sûr de moi-même. Il y avait des domaines que je n'étais pas expertise. Et vous savez qu'il y a une loi en histoire. Vous devez être un expert, non? Si vous disiez quelque chose. Mais comment on peut être expert sur tellement de sujets? On ne peut pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai parlé avec les gens. Je suis allé et j'ai donné une partie des textes à des historiens professionnels sur chaque thème, sans leur dire qu'est-ce que va être tout le théâtre que je prépare. C'était intéressant parce qu'ils ont lu chapitre après chapitre des spécialistes, ils ont confirmé et ils m'ont corrigé, mais je n'ai pas montré tous les tableaux. D'ailleurs, ils étaient en choc après. Il y a eu ceux qui ne voulaient pas que je les remercie pour leur aide qu'ils m'ont apportée. Et c'est très intéressant qu'ils étaient d'accord sur les détails. Ils m'ont fourni beaucoup de détails. Par exemple, j'ai consulté un spécialiste qui savait beaucoup de langues de la région de Saoudi, de Yémen, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui a connu des langues. Il m'a corrigé plusieurs fois le texte. Et comme ça, je pourrais avancer. C'était pareil avec l'histoire latine. Je demandais des spécialistes latinistes des conseils sur beaucoup des écrits de Tacite et des autres choses. Et c'est très intéressant parce que toute mon structure était différente à la structure historiographique ordinaire. J'ai décidé de publier les livres. Je pensais que ce sera un petit livre comme ça, savant, problématique, controversé. Et soudain, le livre est paru en hébreu. Chaque chose que je publie, c'est avant tout en hébreu. Et c'est seulement après que je fais publier ça des autres langues. Je publie ça en hébreu et immédiatement, ça devient un best-seller. Et c'est ça pour comprendre qu'est-ce que c'est Israël et le fonctionnement des mythes. Les gens aiment beaucoup les mythes, adoptent les mythes, vivent avec les mythes, mais ils aiment de temps en temps se réveiller et dire « Ah, c'est des mythes !» C'est très intéressant les réactions des gens, les sionistes aussi. Ils n'ont pas pris en début en sérieux. Mais c'était amusant. 19 semaines dans les listes de best-sellers en Israël. Et on m'a invité à la télé, j'ai parlé sur le fait qu'il n'y a pas un peuple juif. Maintenant. Au début, ce n'était pas le titre d'ailleurs. J'hésitais avec les titres. J'ai choisi, je voulais un titre poétique, pas très provocateur. Je me souviens, c'est-à-dire, je dis que ça peut être trop choquant. Mais mon assistante a dit, non, ce doit être le titre, donc j'ai mis ce titre. Et immédiatement, il y a, comme ça, c'est devenu très connu, on a parlé partout, le fait que le peuple juif n'a pas existé. Vous devez comprendre, il y avait beaucoup de réactions. C'est-à-dire, on dit, ah, Hitler n'a pas réussi de détruire le peuple juif, Shlomo Sand a réussi. Des choses comme ça. Et je me souviens, c'est-à-dire, il y avait des réactions agressives, très agressives, menaces de mort, etc. Mais aussi beaucoup de questions. Les étudiants ont aimé ça. Voilà un vieillard qui écrit une provocation tellement grande.
je suis parti avec ce titre à une idée simple. Si un peuple d'un usage ordinaire est appliqué à un groupe humain qui a quelque chose en commun, culturel, linguistique, etc., des cuisines jusqu'à la langue, sauf la Suisse, il faut oublier la Suisse. Mais en général, langue commune, oui, culture commune, quotidien. Je savais que le peuple, c'est une notion très, très neuve. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y avait des peuples, pas seulement le peuple juif. Vous m'excusez, je ne crois pas qu'il y a 1000 ans, même 500 ans, qu'il y avait un peuple suisse. Je m'excuse de vous dire ça. J'espère que je n'agresse personne. Aujourd'hui, vous riez, mais je ne pourrais pas dire ça 50 ans, il y a 50 ans ici à Genève. Et ni à Paris, surtout pas à Paris. Donc, vous devez savoir que les notions de peuple, comme mythe, classe, nation, est très ambiguë. Donc, mais je dis une chose, dans toutes les interviews que j'ai eues en Israël avec l'apparition des livres. Si j'applique les mots peuple français, peuple italien, peuple allemand, je ne peux pas parallèlement dire qu'il y a un peuple juif. Parce qu'il y a 500 ans, même 300 ans, 200 ans, 100 ans, un juif à Varsovie ne pourrait pas communiquer avec un juif en Casablanca. Il ne pourrait pas même manger les mêmes nourritures, même que tous les deux sont cachers. Donner à ma grand-mère couscous, à Lodz, je ne crois pas qu'il aurait aimé. Vous comprenez ça? Ni langue, ni nourriture, ni musique. Donc je demandais qu'est-ce qui est commun aux Juifs. C'est quelque chose de très important qui s'appelle religion. Certaines pratiques religieuses. Donc si c'est les choses communes aux Juifs, c'est une pratique religieuse, je dois appliquer les mots religion et pas peuple. Je fais ça très simple. Donc je dis, il n'y avait pas un peuple juif. Et pas, en plus, même pas dans l'Antiquité, je ne crois pas qu'il y a des peuples. Je crois que l'écriture historique, les récits historiques en général, c'est un mensonge, parce que les historiens qui parlent sur le peuple d'Antiquité, imaginez, je me souviens de réfléchir, me concentrer sur l'idée. Et c'est très intéressant de dire, est-ce qu'il y avait un peuple juif dans l'Antiquité? Comme il n'y avait pas ni l'école, ni les journaux, ni l'un commun vraiment, parce qu'à chaque 50 kilomètres, on a parlé un autre dialecte. Il n'y avait pas une télévision. Vous pouvez imaginer ça? Donc, un paysan qui habite au Galilée, d'ailleurs, un paysan qui habite à côté de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce qu'on peut appliquer sur les sociétés anciennes d'Antiquité le mot peuple? Est-ce que ce n'est pas le discours historique des élites qui créaient des images des peuples dans l'Antiquité? Infotrafic RTS. Faites preuve de très grande prudence sur l'autoroute de Neuchâtel-Bienne. Des piétons sont signalés sur la chaussée entre Marin et Cornot. Compris à la suite de Benedict Anderson, qu'il y a, c'est-à-dire la notion de collectivité nationale ou populaire, peu importe, a un rapport avec les niveaux de communication. Sans école, sans journaux, sans aucun contact qui dépasse le travail quotidien, est-ce qu'on peut parler sur le peuple? Ce n'est pas seulement sur le Judée et Galilée, je crois qu'en France, par exemple, même si le grand historien Brodel a écrit l'identité de la France, c'est le dernier livre qu'il a écrit, l'identité de la France, ça m'a rendu fou. Je me souviens me confronter avec les livres. Et je m'imaginais que je chevauche sur un cheval, je pars de Paris, il y a 500 ans, je rencontre un paysan, je demande qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il aurait répondu? Qu'il est français? Non. Même que Brodel
parlait sur l'identité de la France. Qu'est-ce qu'il aurait répondu il y a 300 ans encore? Il est français, non? Il aurait dit, je suis chrétien, paysan, je travaille chez lui, Monsignor, c'est lui. Et tout ça. Et aussi, je ne suis pas sûr que je l'aurais compris, 100 km de Paris, son dialecte. Il parlait sur le peuple français il y a 300 ans. Bizarre. Bon, je commence continuer à chevaucher. Je rencontre quelqu'un avec des, comment ça s'appelle, talit, avec une kippa, tout ça. Je lui demande, qui vous êtes? Il aurait dit, je suis bijoutier et je suis juif. Mais comme il aurait, c'est défini comme juif, il s'agit de la religion. Pas qu'il appartenait à un peuple spécial. Vous comprenez? Je jette plusieurs notions, des images pour réfléchir. Réfléchir contre le mythe. Pour conclure, je voulais dire une chose à propos des mythes. Je crois que le mythe théologique était fort, il reste fort. Mais je crois que les mythes théologiques n'existent pas aujourd'hui, presque pas. Daesh agit pas avec un mythe purement religieux. Je ne crois pas. J'ai suivi et j'ai regardé de près des livres de l'école en Iran. C'est plein d'islam, mais c'est des livres nationaux. L'Iran prend une place très importante de toute l'éducation nationale en Iran, avec l'islam. Mais ce n'est pas un fondamentalisme. C'est une symbiose de nouvelles croyances qui toujours ont rapport avec la nation. Maintenant, les mythes actuels qui existent encore, je crois, tous sont plus ou moins des mythes nationaux. Il y avait aussi parallèlement des autres mythes. Mythes de classe, qui marchent vers la rédemption, chez les socialistes, communistes, etc. Oui, il y avait des autres mythes. Que l'histoire marche vers la société égalitaire des futurs, etc. Mais je crois, surtout si on voulait traiter les mythes historiques, que les mythes historiques, les dernières 150 ans ou 200 ans, sont tous des mythes nationaux qui ont gagné jusqu'à certains niveaux de développement historique. On pense, c'est-à-dire les mythes nationaux pensent à travers de nous plus que nous pensons sur les mythes nationaux. Ça commence à changer. Et c'est la raison que l'historiographie est en crise. On ne sait pas quoi enseigner à l'école. Parce que le fonctionnement central des mythes historiques était forgé et créé des nations modernes. Je crois que ça réussit très bien, non? Plus que l'idéologie socialisant, communisant, etc. Peut-être hélas, mais c'est un fait que les mythes les plus utiles, les plus forts, étaient, la dernière 200 ans, des mythes nationaux. Sauf que, comme on a achevé ce travail, on ne sait pas en quoi on va les remplacer. Ça, c'est mon idée. Donc peut-être en quoi il y a des autres mythes que nous ne sommes pas assez conscients qu'ils existent. À toute façon, je suis sûr une chose, que mon livre n'est pas un vrai mythe. Mais j'ai réussi à décomposer certains mythes qui sont dans le monde occidental. Le livre était traduit à 21 langues. J'ai été à Sofia, j'ai été à Ljubljana, et je parlais sur les livres avec des gens qui ont eu des idées très différentes de moi. Et j'ai compris que les questions, et c'est important de comprendre, les questions de mythes autour du peuple juif dans le monde occidental, à cause de la christianité, étaient très importantes. D'ailleurs, les mythes de retour, pour ajouter les dernières choses, les mythes de retour sur la terre promise, ce n'est pas un mythe juif, théologique, mais c'est un mythe chrétien puritain, pas de catholiques, de puritains. C'est-à-dire l'idée de retour sur la terre de Palestine,
n'est pas un mythe juif. Vous savez que pour les juifs, je parle des vrais juifs, pas quelqu'un comme moi, c'était interdit d'aller vers cette terre. Les choses qui a défini les mythes juifs religieux étaient la refuse des messies. Le messie n'a pas arrivé. C'est ça qui a distingué entre judaïsme et christianisme, comme vous savez très bien. Donc, le centre des mythes religieux juifs était que tant que le messie n'arrive pas, il n'y aura pas de rédemption. C'est interdit d'aller collectivement vers la terre d'Israël. C'était interdit pour les Juifs. Par exemple, je raconte ça partout, ma grand-grand-père, arrière-grand-père, cette vache qui a vécu à Lodz, avant de mourir, il a pris tout l'argent. Il a acheté un billet de train vers la Palestine avec un tombeau, on dit tombeau, une pierre. Et il est parti. Il n'a pas laissé un sou à ses enfants. Il était allé à Jérusalem pour être enterré sur le mont d'Olivier. Vous connaissez à côté de Jérusalem. Et pourquoi cette vache est partie? Pas pour vivre. C'était interdit de vivre tant que le Messie n'arrive pas. C'est pour être une des premières qui se réveille comme le Messie va arriver. Vous connaissez ceux qui se poussent dans le cœur, comme ça? Mon arrière-grand-père était comme ça. Il voulait être une des premières. Les Juifs ne pourraient pas venir vivre sur la Terre Sainte tant que le Messie n'a pas arrivé. Mais, par contre, chez les Puritains en Angleterre, on a commencé déjà assez tôt. On trouve ça au XVIIe siècle, mais beaucoup plus tard, que pour la vraie rédemption de toute la race humaine, les Juifs vont aller en Palestine. Donc l'idée sioniste est plutôt chrétien que juif. Et je n'exagère pas. J'ai rien contre le... Ce n'est pas la raison que je critique le christianisme, parce qu'il est responsable de la colonisation sioniste, non. Je suis athée d'ailleurs. Mais l'idée sioniste arrive seulement dans le 19e siècle, et comme ça commence à développer vers la fin du 19e siècle, c'est très important. Tout le judaïsme institutionnalisé est contre le sionisme. Orthodoxes, conservateurs, réformistes, tous jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale sont contre le sionisme. Pour terminer, vous dire une chose. Les mythes vivants chauds aujourd'hui en Israël, c'est mythes toujours nationaux, mais plus en plus en symbiose avec la religion. Ce n'est pas les vrais juifs religieux qui habitent orthodoxes à Jérusalem. Non, c'est une symbiose nouvelle, pleine de force, pleine de désirs de coloniser la terre. Et pour eux, la terre a remplacé Dieu. Je crois d'ailleurs que même chez Daesh, ils ne sont pas vraiment des vrais croyants. Et je crois que les colons qui dirigent la société israélienne aujourd'hui vers sa fin peut-être, c'est plutôt pas une vraie foi en Dieu, parce qu'ils comptent beaucoup plus sur eux-mêmes. Le judaïsme, sa force et sa faiblesse mythique était toujours qu'ils ont compté que Dieu va arranger les choses. Ni Daesh, ni les colons sionistes ne croient pas que Dieu va arranger les choses. Donc il prend les choses en main avec de nouveaux mythes, nouvelles synthèses mythiques qui agissent de façon très très forte en Syrie, en Irak et dans la Cisjordanie. Merci beaucoup. Histoire. Demain, la suite de cette retransmission du séminaire de recherche organisé par la Maison de l'Histoire à Genève sur les mythes historiques, avec une intervention de la chercheuse Annick Faucrier à propos de la ruée vers l'or. Cette semaine est mise en onde par Isabelle Barthes.
Histoire vivante vous a été proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Daniel Zacher et Valérie Danton. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante. Vous écoutez la première et il est 21h.